Soyez tous les bienvenus à notre événement en ligne de la boîte à outils de l'ICR pour la réforme de l'environnement des affaires. Je suis Donna Reichenbach, je travaille pour l'instrument pour la réforme du climat de l'investissement et je vais modérer la session. Avant de commencer, je vais vous passer quelques instructions techniques. Cette session sera enregistrée. Je voudrais également vous demander d'éteindre vos micros et si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le biais du chatbox. Nous fournirons une version française, donc de la traduction de cet enregistrement. L'événement d'aujourd'hui est organisé par l'instrument de réforme du climat d'investissement et nous allons vous montrer une petite vidéo sur cet instrument. Ensuite, nous commencerons la session. Alors, pour les collègues derrière, vous pouvez faire passer la vidéo. Comme vous l'avez vu, l'ICR offre de l'assistance technique à des interlocuteurs privés et publics dans les pays de la région Pacifique, Caraïbes et africaine. Et nous avons également une publication avec cet outil. Nous avons la boîte à outils également de l'ICR que nous souhaitons lancer aujourd'hui. Cette boîte à outils est conçue pour répondre aux défis communs de tous ceux qui travaillent dans le climat de l'investissement, et que ce soit le secteur public ou privé. Et en fait, ici, vous trouverez des outils qui requièrent des ressources limitées et qui sont également accompagnés de recommandations et donc de conseils pour appliquer ces outils et les mettre en pratique. Avant de commencer la présentation, nous allons nous intéresser au programme, ce que nous allons couvrir au cours des 90 prochaines minutes. La session commencera avec des propos d'ouverture de la part de nos donneurs, et donc de l'ACP et de la Commission européenne. Ensuite, nous introduirons la boîte à outils ICR. Nous aurons également certains outils que nous voulons définir et caractériser. On vous donnera également l'opportunité d'adresser vos questions aux différents intervenants. Et maintenant, nous allons passer la parole à M. Escipion Olivier Lagomez, qui est l'assistant secrétaire général de la structure de transformation économique et de commerce de l'organisation ACP. Vous avez donc la parole, M. Escipion Olivier Lagomez. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Pour nous, c'est un honneur d'être aujourd'hui ici. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas notre organisation, l'Organisation des États Pacifique, Caraïbes et Afrique a été créée en 1975 et nous regroupons aujourd'hui 79 États en développement dans cette zone du monde, l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, pour promouvoir le développement économique durable et pour promouvoir le bien-être en général de notre population. Nous avons notre secrétaire général, M. Giorgio Pinto Chicote, de l'Angola, et nous sommes vraiment très engagés à travailler avec nos partenaires, avec l'Union européenne, et aussi à gérer l'ICR, qui est un instrument très important pour nous. Et nous travaillons avec le British Council, le GIZ, et comme je l'ai dit, l'Union européenne. Nous travaillons avec 4 États membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne ensemble, avec nos États membres, afin d'améliorer l'environnement des affaires. Et comme vous le savez, cela est essentiel pour la prospérité et la croissance de nos entreprises. Ce programme fait partie d'une stratégie générale avec l'Union européenne et l'ACP, donc, et qui a été développée, cela fait quelques années. Et en fait, nous avons une approche holistique du secteur privé. Nous travaillons sur le climat des affaires par le biais de l'instrument ICR, mais aussi par d'autres instruments nationaux et régionaux afin d'améliorer le climat des affaires. Et nous aidons les organisations intermédiaires de nos États membres pour être plus efficientes, pour fournir de meilleurs services aux entreprises dans les pays respectifs afin de devenir plus fortes et afin de promouvoir également la connaissance locale. Nous soutenons le secteur aussi informel, nous donnons du support aussi pour les prêts, pour les emprunts, c'est-à-dire que ce programme fait partie d'une structure intégrale qui a été mise en place par l'Union européenne et par l'organisation ACP
dans la recherche de développement durable. Comme on l'a dit, eh bien, je suis très très fière du travail qui a été fait par Madame Stéphanie Kahn et son équipe au sein de l'ICR et nous souhaitons développer ce travail avec d'autres agences internationales ensemble, avec l'Union européenne, avec la Commission européenne pour améliorer la situation. Et je crois vraiment que la coopération et le dialogue sont essentiels, non seulement nord-sud, mais aussi sud-sud. C'est quelque chose dont on parlera aussi aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la participation de nos collègues, M. Casey Sibon et Yvonne Selèche, parce que voilà, c'est très très important que cette boîte à outils soit bien profitée, soit bien mise à contribution pour nous espérons ces opportunités d'échange. Alors, je vous encourage à participer activement, à poser vos questions et je reste à votre disposition. Nous travaillons avec toutes les ambassades et les agences en Europe et dans nos pays pour soutenir le développement durable. Je suis désolée de m'avoir trop étendue et je reste à votre disposition sous le leadership de Monsieur le secrétaire général Giorgio Pinto Cicotta. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Oliveira Gomez, pour vos propos de bienvenue. Et maintenant, nous allons écouter Monsieur Miguel Campo-Llopis, qui est donc le responsable du développement du secteur privé, de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne. En fait, aujourd'hui, son représentant n'a pas pu participer, mais je suggère que l'on continue et comme je l'ai dit, la boîte à outils ICR a été donc destinée au secteur public et privé et je voulais avoir une impression de vous, de l'audience et savoir dans quel secteur vous travaillez. C'est pour cela que nous avons donc proposé cette petite question que j'ouvre maintenant comme une enquête à la plateforme. Alors, de quel secteur provenez-vous? Êtes-vous représentant du secteur public, d'un gouvernement, du secteur privé, d'une organisation d'entreprise ou d'une chambre de commerce, d'une organisation pour le développement international ou alors une autre option? Alors voilà, vous pouvez afficher votre réponse. Voyons ce que l'on obtient. Voilà, donc c'est assez mélangé. Nous avons des participants du secteur privé. « 50% de développement international. Et nous avons aussi le secteur public et les gouvernements. Et d'autres organisations. C'est intéressant de voir ce partage. C'est toujours intéressant de savoir qui se trouve ou qui nous écoute. Et aujourd'hui, voilà, nous avons tous ces formats qui nous permettent vraiment de saisir le profil de l'audience. Comme on vous l'a annoncé, nous lançons aujourd'hui cette boîte à outils de l'ICR que vous pouvez trouver maintenant dans le chat. Vous trouverez le lien. Et Frédéric Struth et sa collègue sont donc les responsables de cette boîte à outils, Ben Fowler et Frédéric Straub. Et je vais donc vous inviter à vous présenter. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, je suis très contente d'avoir l'opportunité de prendre la parole et de m'adresser à vous aujourd'hui. Oui. En effet, nous sommes ravis d'avoir cette opportunité avant d'entrer en matière et nous sommes tous très contents d'avoir la possibilité de lancer cette boîte à outils après des mois d'efforts. Je vais vous raconter un petit peu qui nous sommes. Je suis Ben Fowler
Et je suis cofondateur de Market Share Associates et j'ai 20 ans d'expérience de travail dans le secteur privé pour le développement de l'environnement des affaires, la mesure de l'impact social, la facilitation de l'apprentissage. J'ai travaillé dans différentes institutions multilatérales, bilatérales, dans des entreprises privées, des gouvernements et je me suis consacrée à la mesure de l'impact social. Je vais présenter également la co-auteure, Frédéric Straub, qui est experte dans l'inclusion sociale et de genre, et elle se centre en fait dans l'analyse de politique. Elle est également associée de recherche de Market Share Associates. Et donc voilà, nous travaillons dans cette entreprise de consulting qui tente de soutenir d'autres entreprises pour leur développement économique. Nous travaillons sur la réforme du climat de l'investissement, du climat des affaires dans différents pays. Nous faisons de la recherche, mais aussi de l'application pratique. Et nous tentons d'avoir une approche qui va inclure des outils pour l'égalité sociale. Et maintenant, en fait, j'entre en matière. Je sais que vous attendez tous ce moment. L'outil est le résultat d'un processus. Voici donc la page de couverture de notre boîte à outils. Et voilà, c'est un processus. Dans le processus de développement de cette boîte à outils, il est apparu très très vite qu'il y avait déjà des boîtes à outils existantes, comme celle produite par l'ICE récemment. Et c'était très important pour nous de voir quelle serait la valeur ajoutée de notre boîte à outils. Est-ce que cela va permettre de bâtir quelque chose sur ce qui existe déjà. Et il y avait différents éléments où nous pensions que nous pouvions générer un impact. Tout d'abord, nous voulions être très pratiques. Nous avons vu que les boîtes à outils existantes sont souvent très très longues et elles incluent des douzaines et des douzaines d'autres outils et donnent beaucoup d'informations, mais pas assez de détails pour ceux qui souhaitent les mettre en pratique. C'est-à-dire que les utilisateurs doivent vraiment approfondir pour comprendre comment s'en servir. Nous voulions que notre boîte à outils soit différente. Nous voulons qu'elle soit très pratique, avec des recommandations vraiment très pratiques, des exemples pratiques sur comment appliquer la boîte à outils. Et en fait, nous voulons également guider l'utilisateur pour que les utilisateurs soient eux-mêmes capables de déterminer quels sont les outils qui sont pertinents pour eux par rapport à leurs propres défis. C'est-à-dire, ils ne doivent pas lire tout le manuel pour savoir quelle est la partie de la boîte à outils qui les intéresse ou qui a de la valeur pour eux. Deuxièmement, au moment de concevoir cette boîte à outils, nous avons senti qu'il y a une différence par rapport aux outils existants, par rapport à l'orientation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes à outils qui sont orientées à ceux qui les ont fondées, c'est-à-dire des organisations bilatérales ou alors les partenaires qui les mettent en pratique, qui mettent en pratique ces initiatives. Cependant, notre boîte à outils est destinée à une audience de décideurs politiques et de donneurs dans les pays ACP. Et le troisième domaine pour lequel nous avons conçu cette boîte à outils qui est différente de celle qui existe, c'est que nous voulons incorporer des priorités transversales, c'est-à-dire tout d'abord le dialogue public-privé et aussi l'aspect environnemental, du genre, l'aspect digital et la fragilité. C'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'il y ait certaines portions de la boîte à outils qui se consacrent à ça, mais au contraire que ce soit l'ensemble de la boîte à outils qui comprend ces priorités de façon transversale, c'est-à-dire qu'il faut toujours booster, par exemple, le dialogue public-privé ou l'approche de genre. Un autre aspect que nous avons rencontré au cours du processus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'outils pour le BER et l'ICR.
C'est-à-dire que, voilà, nous voulions savoir quels seraient les critères que nous allions utiliser pour décider quels outils appliquer. Et voilà, nous avons retrouvé 6 critères. Tout d'abord, nous voulions savoir que ce que nous allions inclure était vraiment, certainement, un outil. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de ressources autour de nous, mais qui ne peuvent pas être mises en pratique. Des fois, il y a des études de cas, ou alors il y a des ressources excellentes qui ont 200 ou 300 pages, et alors il y a beaucoup de recommandations, mais pour des personnes qui ont des contraintes de temps, eh bien, cela peut être un petit peu trop chargé. C'est-à-dire que nous voulions vraiment fournir quelques outils qui soient vraiment utiles pour l'utilisateur et qui puissent être mis en pratique rapidement. Le deuxième critère, c'est le fait de s'assurer de la pertinence de nos outils pour les élus qui vont s'en servir. Et ensuite, nous voulions que ce soit un outil direct et que ces outils aussi puissent avoir une application pratique pour les pays de l'ACP. C'est-à-dire que des fois, il y avait des outils qui existent, mais qui ne peuvent pas être appliqués dans le contexte de l'ACP. Un troisième critère, c'est que voilà, nous voulons vraiment inclure des outils qui soient pertinents, ce qui inclut une grande variété des outils prévus pour les initiatives EBR. Et par exemple, pour les réformes fiscales, nous voulons que tout ceci soit applicable à une grande variété d'utilisateurs. Nous voulons aussi des outils avec des recommandations et des guides disponibles afin d'avoir des questions pour pouvoir mettre en pratique l'outil. Nous voulons dire aussi que voilà, nous souhaitons assurer le niveau minimum de qualité de nos outils. Ce qui veut dire qu'au processus de notre propre recherche, eh bien, nous avons voulu vraiment comprendre si l'outil était de qualité suffisante pour l'inclure. C'est-à-dire que quand on a vu tout le portefeuille d'outils qui existe, eh bien, nous voulions vraiment nous assurer que les outils sélectionnés n'étaient pas redondants, qu'ils avaient une valeur et que ces outils couvraient toutes les phases du cycle de réforme de l'environnement des affaires. Et ceci m'amène au cycle de la réforme de l'environnement des affaires. C'est-à-dire que cette boîte à outils, en fait, elle est organisée autour des 4 phases de réforme de l'environnement des affaires qui ont été décrites. Et je suis sûre que vous êtes tous familiarisés avec ce cadre de travail parce que cela a été assez utilisé depuis sa création. Ça inclut, comme je dis, 4 phases. Tout d'abord, la phase de diagnostic, c'est-à-dire comprendre quelles sont les questions sur lesquelles on va se centrer. Ensuite, le design, et ce qui me mène à dire quel type d'initiative vous allez mener, comment est-ce que cela va être organisé. Troisième phase, la mise en place de l'initiative. Et finalement, une évaluation et la phase de durabilité, au cours de laquelle on comprend les résultats que l'initiative a créés et on met en place les étapes pour la durabilité future. Cette boîte à outils a été organisée autour de ces 4 phases, de façon à ce que chaque outil puisse être appliqué à une phase déterminée. Comme on l'a dit auparavant, l'une de nos priorités était que les utilisateurs qui souhaitent se servir de cette boîte à outils ne doivent pas lire tout de bout à bout. Nous voulions qu'ils puissent trouver les questions clés par rapport aux défis qu'ils rencontrent et qu'ils comprennent quels sont les outils qui vont mieux leur servir.
Ici, vous avez une série d'exemples de tables tirées de la boîte à outils qui montrent des questions spécifiques qui pourraient apparaître par rapport à un outil pertinent. Par exemple, l'utilisateur pourrait demander quels sont les risques politiques qui pourraient faire dériver ma réforme ou mes efforts de réforme. Alors, pour adresser cette question, il y a un outil pertinent de notre boîte qui est l'analyse politique journalière. Et voilà, cela veut dire qu'on peut cliquer et aller directement à ce chapitre et voir comment ce chapitre-là peut nous aider. La boîte à outils est aussi organisée avec un schéma très très simple qui montre d'emblée tous les outils disponibles, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre facilement quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser et à quoi ils servent. Cela inclut un objectif pour chaque outil, un groupe cible. Cela inclut aussi une évaluation du temps, de l'expertise et du coût requis, ainsi que la phase de développement de l'environnement des affaires qui soit pertinente, parce que des fois, les outils correspondent à plusieurs phases à la fois. Et par rapport au temps, à l'expertise, au coût, à l'analyse que nous avons fait sur cela, eh bien, vous pouvez voir à droite qu'il y a une évaluation et une ventilation un petit peu des moyens. Et même les outils qui ont le meilleur score, eh bien, il faut les placer dans un contexte assez vaste parce que, voilà, nous avons sélectionné les outils seulement qui étaient faciles à appliquer et qui n'incluaient pas trop de ressources, ce qui veut dire qu'il y a aussi d'autres outils qui sont intéressants mais qui n'ont pas été inclus parce qu'ils ne remplissaient pas ces critères-là. Et maintenant, je passerai la parole à Susanna pour la question suivante. Oui, parce que maintenant, nous avons les questions de l'audience. Frédéric, par rapport à la boîte à outils de l'ICR, en fait, l'outil que nous avons maintenant, la question que nous avons maintenant de la part de l'audience, c'est de savoir s'il y a des questions transversales par rapport à la réforme du climat des affaires qui sont intéressantes pour vous. Par exemple, le genre, la fragilité de l'économie, la technologie digitale et aussi un autre aspect transversal. S'il y a d'autres aspects transversals que nous n'avons pas entendus, vous pouvez les afficher sur la boîte, sur le chat box. Voilà, c'est intéressant. Alors, 56% sont intéressés par l'approche genre et l'économie. Ensuite, le conflit, la fragilité, 45%. Et 15%, la digitalisation. Alors, maintenant, je vous transmets ces résultats. Et maintenant, quand vous allez présenter donc ces autres aspects, est-ce que vous pouvez également nous raconter davantage par rapport à ces aspects transversaux? Oui, c'est fantastique. Oui, alors au total, la boîte à outils contient 14 outils. Nous n'allons pas les présenter tous ici, mais je veux plutôt vous donner quelques coups de pinceau sur ce que vous pouvez attendre de cette boîte à outils. Et en fait, j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir et d'apprendre davantage, d'en savoir plus. Alors voilà les différents outils qui couvrent différentes phases. Comme vous le voyez, chaque outil a au début ce profil que nous avons copié ici et voilà, cela nous permet très très facilement d'avoir une vision d'ensemble. Quel type de phase, quel type de groupe cible et aussi l'évaluation du temps, de l'expertise et des coûts requis. Alors pour répondre à certains exemples, nous avons choisi par exemple l'impact compétitif de l'environnement des affaires, ce que l'on appelle par les sigles anglaises cyber. Alors voilà, cet outil est appliqué à la phase de diagnostic qui
parce qu'il peut nous fournir une brève liste, le coût, le temps qui sont impliqués dans la réforme de l'environnement des affaires, et c'est aussi facile à évaluer. C'est-à-dire que c'est une méthode adéquate pour sélectionner les défis de chaînes de valeur spécifiques et de secteurs spécifiques. Et c'est complémentaire aussi à d'autres outils de diagnostic, à savoir un autre outil pour les diagnostics et d'autres outils qui s'intéressent aussi à des questions transversales comme le genre. Et nous avons aussi un outil développé par le DCED qui est formidable pour décrire de façon visuelle le lien entre les activités et leur impact. C'est-à-dire que c'est très similaire à la théorie du changement et nous suggérons que ceci soit utilisé lors de la phase de mise en place ou de mise en pratique et d'évaluation. C'est un outil qui devrait être développé quand les réformes sont conçues pour tenter de générer un impact et ensuite de les utiliser de façon trimestrielle, par exemple, pour clarifier les résultats que l'on peut espérer, pour voir aussi la logique de l'intervention, pour voir quelles sont les suppositions critiques et pour vérifier si on est sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Nous avons donc cette boîte à outils avec une série d'indicateurs pour mesurer le résultat, pour évaluer. Ensuite, il y a l'adaptation itérative des problèmes. C'est encore un outil qui est disponible pour différentes phases. C'est pour tracer les problèmes de développement de façon différente et pour permettre aux réformateurs d'avoir une approche adaptative et d'apprentissage pour découvrir les problèmes et pour en développer les solutions. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une approche de haut en bas et trop directe, eh bien, cette approche, au contraire, permet aux réformateurs et aux élus de se centrer sur le test et d'adapter les idées à toutes les situations et les aléas. Cet outil peut nous permettre de voir où sont les problèmes et de voir quels sont les moteurs de ces problèmes et de voir aussi quelles sont les questions de capacité de faisabilité. Ensuite, nous avons l'outil pour de diagnostic des normes et analyses de comportement, ce qui nous permet donc d'afficher cet outil qui a été aussi développé par MarketShare Associates. Donc cet outil sur l'analyse des comportements et les normes nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements et les normes des différents interlocuteurs économiques et voir quels sont ces comportements et ces normes qui pourraient empêcher qu'une réforme soit menée au succès et voir aussi quels sont les comportements que l'on souhaiterait changer. Suivant. Très bien, alors comme Suzanne l'a dit, nous avons un focus spécifique sur le dialogue public-privé dans toute la boîte à outils. C'est vraiment quelque chose de transversal, mais nous avons également inclus d'autres outils qui sont centrés sur ce dialogue public-privé. Eh bien, parce que nous croyons que l'inclusivité du processus de réforme est un objectif en soi, c'est-à-dire que nous croyons que cette boîte à outils peut être un moyen pour donner la voix au secteur privé, à la femme, au secteur d'entreprise, pour que tout le monde soit bien représenté dans tout ce processus, mais aussi parce que la réforme politique et économique est une condition préalable pour toute initiative ciblant la réforme de l'environnement des affaires. Il faut toujours voir quel est l'environnement politique et ce qui est faisable avant de trouver la solution. Alors, nous vous présentons une gamme de tous ces outils, par exemple l'analyse politique journalière
qui à différence d'autres outils sur ce même sujet, eh bien, qui peuvent être très très longs. Ici, nous avons un outil qui est très facile à appliquer. C'est une analyse vraiment qui peut beaucoup aider à ceux qui prennent des décisions dans l'environnement politique, voir quels sont les alliés politiques ou les détracteurs potentiels. Et aussi, nous avons l'outil sur la construction de capacité par rapport au plaidoyer qui a été développé pour soutenir les organisations d'entreprises dans les processus de réforme et voilà, pour construire des capacités. Et vraiment, c'est une boîte à outils en soi. Et nous avons sélectionné certains outils ou certaines ressources parmi cette boîte à outils. Et c'est pour toutes les organisations qui font du plaidoyer, que ce soit des chambres, que ce soit des syndicats, c'est-à-dire tout celui qui serait engagé dans un processus de réforme. Il faut identifier les forces opposantes, il faut apprendre aussi à faire des communiqués de presse, etc. Ensuite, nous avons l'outil du dialogue des interlocuteurs qui est ici affiché également. Et c'est un outil qui nous permet d'évaluer quelles sont les conditions pour commencer un processus de dialogue public-privé et de voir si c'est vraiment l'approche adéquate, s'il faut créer peut-être une inertie au préalable et voir quels sont les aspects à améliorer. C'est-à-dire que ce chapitre, eh bien, nous avons utilisé les ressources d'Institut, mais c'est vraiment très, très important de s'en servir. Et enfin, je ne vais pas dire grand-chose par rapport à cela, parce que ce sera présenté plus en profondeur, mais nous avons la checklist du dialogue public-privé qui est sensible au genre, qui a été développée par la Banque mondiale et qui est destiné à concevoir des formats beaucoup plus centrés sur le genre, sur l'égalité de genre, voir aussi quels sont les résultats, et cela peut être aussi utilisé pour évaluer des processus de dialogue public-privé sous les mêmes critères. Et finalement, juste une vision générale, chacun des chapitres de cet outil sont structurés de la même forme, de façon que le lecteur trouve facilement ce qu'il recherche. Chacun des chapitres a une introduction avec l'objectif, qui a créé l'outil, pourquoi il a été utilisé ou comment il a été utilisé. Ensuite, il y a la description de l'outil avec l'explication détaillée sur l'application. Ensuite, les étapes de mise en place, les études de cas. Nous avons cela disponible dans certains cas et on peut montrer quelles sont les questions pratiques. Et ensuite, il y a une section sur l'intégration du dialogue public-privé et des thèmes transversels. Et il y a ensuite les leçons apprises, les facteurs de succès. Et bien sûr, nous voulons remercier les experts et les auteurs d'outils qui nous ont aidés à ce processus, parce que c'est vraiment précieux de comprendre ce que ces outils cachent derrière. Alors, nous remercions les auteurs des différents outils. Alors, maintenant, nous allons vous parler de 3 outils de façon plus approfondie. Et nous allons commencer avec l'outil de diagnostic de la stratégie de l'environnement vert. L'un des domaines de focus de cette boîte à outils, c'était d'incorporer des priorités transversales, et l'une d'elles, c'est l'approche environnementale. Alors, il est intéressant de voir que quand on recherche les outils qui pourraient être les plus appropriés à inclure dans notre boîte à outils, eh bien, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'outils centrés sur la réforme de l'environnement des affaires, sur la croissance verte, mais il y a peu d'outils qui comblent la brèche entre ces deux aspects. Et aussi, nous voulions
concevoir cela de façon très pratique, c'était aussi un critère pour nous. Alors, ayant reconnu ces critères, nous avons développé, en tant que Market Share Associate, deux outils. Et je vais me centrer sur l'un d'eux, mais de façon collective, ils sont appelés GREEN, comme réforme verte de l'environnement de capacitation. Et c'est un outil qui est conçu pour les décideurs qui identifient des initiatives et qui souhaitent aller de l'avant et qui veulent comprendre comment incorporer des aspects écologiques verts et comment cela est faisable en se basant sur les ressources, le contexte, les demandes, etc. Cette liste comprend une liste de questions brèves que l'utilisateur peut appliquer afin de rechercher et déterminer quel est le niveau approprié d'intégration d'une perspective verte dans son initiative. La deuxième de ces deux outils est un outil plus approfondi, c'est le diagnostic de la stratégie verte et c'est un outil pour les décideurs qui veulent prendre une approche plus spécifique et qui veulent amorcer et développer et maîtriser les investissements en matière écologique et bien comprendre quels sont les investissements les plus appropriés. Alors cet outil est bâti sur beaucoup de recherches, y compris la recherche récente de la Banque mondiale qui se centrait sur la compréhension des moteurs de l'investissement vert. Et voilà, ceci a été soutenu par des décideurs politiques. Et nous avons trois objectifs qui sont apparus par rapport à ces moteurs de l'investissement vert. Tout d'abord, il faut encourager les entreprises existantes afin qu'elles fassent des investissements plus verts. Deuxièmement, il faut soutenir les startups et les nouvelles entreprises et les soutenir pour qu'elles maintiennent une approche verte écologique. Et troisièmement, il faut attirer et maintenir cet investissement. Dans cette boîte, dans cet outil en fait en particulier, pour ces trois stratégies, il y a une stratégie de diagnostic de l'investissement vert, c'est-à-dire il s'agit là d'identifier les contraintes qui empêchent par exemple l'investissement vert. Alors même s'il y a trois objectifs stratégiques, eh bien c'est pas toujours le cas que chacun de ces objectifs soit pertinent pour les décideurs. Et il faut penser, du point de vue pratique, que certains de ces objectifs stratégiques fonctionnent déjà très très bien et des fois, c'est pas nécessaire de se centrer sur l'un d'eux. Alors, notre cadre de diagnostic nous donne un élément visuel pour identifier les moteurs de ces objectifs stratégiques et cela permet ainsi à l'utilisateur d'identifier les éléments les plus intéressants. Et ceci est complété par la table de droite qui permet de compléter de façon plus approfondie quelles sont les clés à utiliser pour identifier ces contraintes à l'investissement. Et on inclut également une raison pour cela. Et pourquoi cela ferait une différence par rapport au soutien de la stratégie objective. Et cela nous donne aussi une série d'options politiques. Et tout ceci va dépendre du contexte spécifique de chaque utilisateur. Mais du moins, nous avons déjà une série d'options que l'utilisateur peut considérer et qui seront le plus pertinentes pour son contexte. Et comment appliquer cet outil? Eh bien, une première étape, eh bien, ce serait d'avoir un groupe de travail sur la stratégie avec les utilisateurs pour voir quels seraient les cadres d'application de l'outil. Et c'est aussi l'opportunité de décrire le scénario et d'évaluer les capacités pour bien comprendre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas.
Un deuxième pas après ce cadre initial est d'approfondir et de refléter les données et de ramasser les données sur le diagnostic, y compris des consultations sur le dialogue public-privé, identifier des initiatives politiques, les valider, ce qui nous mène à la troisième étape autour du développement de la stratégie et du design de la politique. Une étude de cas a utilisé en fait beaucoup de processus similaires et c'était d'ailleurs un outil utilisé en Indonésie par rapport à un défi, les déchets portuaires. Et en fait, essentiellement, le système ne marchait pas bien, ne fonctionnait pas bien pour ces déchets. Les règles par rapport au reporting étaient très compliquées et pénibles. Il y avait peu de fournisseurs de services de gestion des déchets. Il y a eu un nouveau système qui a été mis en place avec des applications en ligne, avec des systèmes de notification, ainsi qu'un système de connexion entre les entreprises d'expédition et les gestionnaires des déchets. Et cela était important parce que cela montrait à tous les interlocuteurs les bénéfices pour toutes les perspectives. C'est-à-dire qu'il y avait de nouvelles entreprises pour fournir des services de gestion de déchets et il y a des entreprises qui existaient déjà et qui investissaient et qui ont investi pour réduire leur pollution et aussi la capacité environnementale a été beaucoup plus renforcée. C'est-à-dire que maintenant, si on fait un regard en arrière, si on voit les facteurs de succès qui montrent l'efficacité ou les avantages d'utiliser cet outil, eh bien, c'est que voilà, les politiques environnementales fortes sont une condition sine qua non et il faut comprendre que ces politiques peuvent empêcher l'investissement, même au-delà de l'investissement vert, et que cet investissement vert doit être appuyé par les standards environnementaux. Une autre leçon apprise de l'application de cet outil, c'est qu'il faut tout d'abord se centrer sur le fait de gagner de la confiance sur les opportunités économiques pour le secteur de l'entreprise et aussi le fait de se fier à la responsabilité sociale corporative est un moteur. Et le dernier point, c'est que tout ceci finalement dépend énormément sur la confiance, sur la nature des politiques écologiques qui sont mises en place. Et c'est pour cela que c'est important qu'il y ait de la transparence. C'est vraiment ce qui détermine ensuite la possibilité d'avoir de la confiance du secteur privé par rapport à la législation et les politiques qui seront mises en place. C'est-à-dire que les investissements sur le long terme seront récompensés dans ce contexte. Et maintenant, je passe la parole pour parler de la caractéristique de notre deuxième outil. Maintenant, merci Ben. Maintenant, l'outil dont on va vous parler. Et c'est intéressant de voir cela quand nous avons fait vraiment l'agenda. On a détecté que c'était l'une des préoccupations de nos participants et je suis très contente de voir que vous êtes intéressés par la perspective du dialogue privé-public et la perspective de genre. Alors cet outil vient d'un article qui a été publié par la Banque mondiale sur les dimensions de genre et dans le cadre de la réforme du climat de l'investissement. Et cela contient une checklist des différents aspects de la facilitation du dialogue public-privé et cela devrait aider les organisations qui facilitent et qui lancent ce type de consultation entre les différents interlocuteurs du dialogue public-privé pour s'assurer qu'elles soient plus inclusives du genre. Alors ici, j'ai mis toute une série d'intitulés des différentes sections de la liste, de la checklist en fait, et il y a également des sous-critères qui donnent davantage de détails, mais vous pouvez voir que cela inclut par exemple
le mandat de ce processus de dialogue public-privé, l'institution qu'il y a derrière ou qui sera le leader, comment est-ce que cela est aligné avec les institutions existantes. Ensuite, est-ce que la déclaration de la mission souligne cette égalité ou est-ce que cette égalité de genre fait partie de la façon dont marche ce partenariat public-privé? Est-ce qu'on respecte les contributions des hommes et des femmes au cours de ce partenariat? C'est-à-dire que la checklist se centre vraiment sur le processus et voit comment marche la participation et comment les hommes et les femmes sont inclus, si la facilitation est mise en place de façon à concilier l'égalité des genres. Ou par exemple, s'il y a un atelier ou un groupe de travail, une réunion qui se produit tard dans la nuit dans une zone éloignée peut-être de la ville ou qui n'est pas trop sûre, ou à un moment où c'est difficile pour les femmes de trouver quelqu'un pour prendre soin des enfants, eh bien tout ceci doit être pris en considération. Il faut s'assurer que les femmes ont la capacité de mobilité jusqu'au lieu de la réunion, voilà, dans un environnement sûr, et voilà, et de voir aussi que les horaires sont compatibles avec leur disponibilité. Nous voyons aussi les résultats du processus du dialogue politique privé dans cet outil, ainsi que d'autres thèmes un petit peu spéciaux comme des questions sous-nationales ou subsectorielles, mais on inclut également des considérations après le conflit ou pour les partenaires en développement en particulier, c'est-à-dire que si des membres de l'audience ici sont des partenaires du développement ou au lieu d'organisations gouvernementales, eh bien vous pouvez voir aussi comment vous pouvez faire partie de ce processus et comment faire partie de tout cela et assurer la fluidité du processus. Diapo suivante. Alors, dans la ressource originale, ceci était censé être un cadre d'évaluation, c'est-à-dire que c'était mis en place pour analyser les structures de dialogue politique public-privé existantes et voir à quel point elles étaient inclusives. Et quand nous nous sommes accordés à la tâche, eh bien, nous avons voulu développer un sondage et contacter les différents interlocuteurs autant que possible et voir quel était le processus et analyser les écarts de genre qui pourraient exister. Mais nous avons considéré qu'il serait également intéressant d'avoir, après cette checklist, d'avoir un outil de benchmarking pour voir comment était la conception et la mise en place du processus de dialogue public-privé et faire les vérifications au cours de la conception pour voir si les réformes sont plus inclusives. C'est-à-dire que nous souhaitons que l'outil soit utilisé de cette façon aussi. Un exemple ici vient de l'IFC qui a écrit un article sur le dialogue public-privé inclusif et ils ont travaillé avec le ministère du Cambodge et l'Association des femmes entrepreneurs du Cambodge également. Et aussi, elles se sont assurées que les membres de cette association ne font pas seulement partie d'un comité, mais qu'elles sont incluses dans les groupes de travail qui existent pour ce dialogue politique public-privé. C'est-à-dire ne pas se centrer tout simplement sur ce que les femmes entrepreneurs souhaitent, mais vraiment s'assurer qu'elles sont incluses et qu'elles sont capables de faire valoir leur propre voix et qu'elles font partie de l'agenda dans les différents secteurs. Donc voici l'une des leçons clés que nous avons apprises. Nous passons à la diapo suivante. Voici l'une des leçons apprises par rapport à la perspective de genre. Et il y a de la valeur d'avoir des groupes de travail spécifiquement de femmes
et de mettre la cible là-dessus. Mais il y a aussi le danger que ces femmes soient un petit peu coincées à cette catégorie, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, de se dire une fois qu'on a un comité des femmes, eh bien voilà, c'est bon, c'est fait. Alors que l'outil vise à assurer que les femmes sont incluses au cours de tout le processus et qu'on a cette perspective de genre de façon mainstream. Aussi, les élus, les leaders aiment bien s'engager par rapport à l'égalité de genre, et souvent les intentions sont très très bonnes, mais après s'il n'y a pas de cible concrète et mesurable, eh bien ce sera très 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 difficile d'y arriver. Et nous pensons que ces exemples-là sont une très bonne façon de passer donc de cette idée assez vaste d'une approche inclusive à quelque chose de vraiment concret, de voir le travail qui peut être fait. Et si on pense à l'économie politique, et si on et les processus tels que, voilà, Look for Allies, Political Economy, il y a différentes organisations avec du pouvoir qui veulent défendre leur status quo, et quand on amène des nouveaux venus, eh bien, il peut y avoir certaines réticences. Alors voilà, le fait de comprendre cela et le fait de voir que ce n'est pas toujours facile d'obtenir l'engagement, eh bien, c'est très important de le voir aussi. Comme vous le voyez, nous avons ici toute une poignée d'outils pour l'analyse politique, et vous pouvez choisir l'outil qui vous conviendra le mieux, et nous espérons que ce sera utile pour vous. Maintenant, nous allons passer la parole à John qui va présenter l'outil numéro 4, le hackathon politique. Merci beaucoup pour cette présentation jusque-là. Merci d'avoir présenté ces deux outils basés sur le genre. Et maintenant, nous allons présenter un troisième outil qui a été développé par i4Policy. Et John Stever va nous présenter cet outil. Et pour vous présenter donc l'intervenant, John Stever développe de nouvelles méthodologies pour impliquer les communautés locales dans le design des politiques nationales et régionales, et il coordonne le cercle de l'Assemblée globale de la crise écologique et du climat. Il a également facilité la co-création du manifeste écologique, et il est également le cofondateur de Innovation for Policy. Il a également servi dans différents organes de conseil et dans différents groupes de travail pour l'économie digitale. Merci beaucoup, John, d'être venu et de nous présenter ce hackathon, la politique. Et voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Suzanne, de cette belle présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous avons 65 personnes qui suivent la session. J'espère que vous avez bien profité. Je suis ici pour vous parler du hackathon politique, de cet outil, et je suis très content que Suzanne a parlé de l'Union africaine et de l'Union européenne et de leur groupe de travail commun pour la co-création de politiques pour l'innovation, l'environnement et l'économie digitale. Et c'est par rapport à cette expérience que nous avons développé cet outil. Pour les personnes qui connaissent les communautés d'innovation, eh bien, vous aurez entendu parler de ce terme, le hackathon, qui a été utilisé souvent pour le développement d'applications de software, de logiciels. Et quand nous avons commencé avec i4Policy, et nous avons pensé comment impliquer les entrepreneurs qui créent des entreprises avec leur gouvernement, et pour promouvoir un meilleur climat pour l'entreprise, eh bien, nous avons voulu penser aux outils qui seraient disponibles, et nous voulions penser à un terme
avec lesquels ils soient familiarisés. Et c'est pour cela que nous avons donc conçu cet outil. Nous l'avons appelé ainsi. C'est un outil qui a été utilisé après 30 événements, c'est-à-dire que nous avons une certaine expérience là-dessus. Voyons si je peux contrôler le PowerPoint. Très bien, une vision générale sur ce que c'est Policy Hackathon. Eh bien, cet outil abrège le diagnostic du problème quand nous avons cette première phase, par exemple, par rapport aux problèmes de paiement qui concernent les entrepreneurs. Et nous savons bien sûr que les entrepreneurs sont experts en entrepreneuriat et qu'ils font des diagnostics, ils priorisent par le Policy Hackathon et ils peuvent faire des pluies d'idées, ils peuvent donc obtenir tout le registre et bien faire le suivi de tout ce qui se passe. Alors, par rapport aux étapes ici, nous avons, par rapport à la préparation, on peut se préparer pendant une semaine pour le Policy Hackathon ou on peut se préparer pendant une année. Mais ce qui est important, c'est que le Policy Hackathon, eh bien, il est important de comprendre qu'il est situé au cours de tout le processus de la réforme. Et quand on entre dans ce Policy Hackathon, il faut bien établir ce que l'on veut atteindre pour que le gouvernement comprenne si votre objectif est de changer une loi ou de changer des réglementations et pour comprendre aussi si le système a aussi cette vision commune avec la vôtre pour cette possibilité de réforme. Et tout ceci doit être très, très bien articulé et le Policy Hackathon vous facilite cette tâche. Aussi, vous pouvez bien sûr inviter des personnes à vous suivre pendant des semaines ou des mois, mais voilà, vous avez l'opportunité de vous impliquer de façon très très vaste et vous n'avez plus à écouter différentes voix. Vous pouvez ainsi sortir, par exemple, si vous parlez de l'entrepreneuriat et l'innovation, vous voulez vous assurer de rassembler les universités, de faire appel aux fondateurs de différentes institutions, d'appeler des investisseurs de capital risque, c'est-à-dire que vous voulez vous assurer que tout cela est ouvert et que ce n'est pas simplement une liste de personnes, que vous voulez vraiment créer des opportunités et ouvrir autant que possible votre initiative au marché. Et ensuite, l'étape finale, c'est la remise du hackathon, ce qui dure 2 jours au moins. Et généralement, une partie du Policy Hackathon consiste à former les facilitateurs et que les facilitateurs ne viennent pas en fait d'une boîte de consulting ou de la société civile ou des partenaires gouvernementaux, mais vraiment que les facilitateurs du hackathon viennent de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entrepreneurs avec de l'expérience et qui sont vraiment capables de tenir l'événement. Et maintenant, par rapport à la phase de préparation de l'événement, du hackathon, eh bien, ici, nous voyons les fiches techniques, si vous voulez, que nous présentons aux organisateurs un petit peu pour pouvoir tracer l'événement et son horaire. Ici, il s'agit d'un événement d'un jour. Les hackathons souvent s'en tiennent à un jour, mais des fois, il y a des événements de plusieurs journées, différents formats. C'est vrai qu'au cours de la COVID, nous avions, par exemple, organisé 3 ou 4 groupes de travail ou ateliers séparés en différentes journées. Mais voici ce à quoi ressemblerait un petit peu cet horaire. Nous commencerions avec 1 heure dédiée à l'établissement des objectifs et à la discussion pour bien comprendre que tous les participants viennent de cet écosystème et nous nous assurons qu'à la fin de la première session de l'événement, tout le monde comprend pourquoi il est là, pourquoi il assiste à cet événement et que tout le monde sait ce qui est entendu. Ensuite, la section suivante de l'événement dure 2 heures
normalement, et nous co-créons la déclaration du problème. C'est un petit peu un World Café modifié. Nous créons une salle avec entre 60 et 150 participants et nous divisons en groupes tous ces participants et chaque groupe discute de la phase de création de l'entrepreneuriat, l'enregistrement et toutes les phases. Et ensuite, nous faisons à tour de rôle, nous demandons un tour de rôle à tous ces groupes qui ont été divisés pour discuter de chacune de ces étapes. Et ensuite, on passe de cette phase-là à une phase de priorisation. Ensuite, nous passons à une phase de plus d'idées et des fois, on applique le jeu de rôle parce que ce jeu de rôle et cette pli d'idées, il est prouvé que cela augmente la créativité. Et là, par exemple, des fois, on a un appel, un coup de fil, et l'un des facilitateurs ou modérateurs dit, voilà, c'est le président qui appelle, et il a nommé en tant que nouveau ministre de l'économie digitale ou de développement de l'entreprise, une telle personne ou une autre personne. Et alors, il faut penser au challenge que cette personne devra rencontrer, et puis après la pause, par exemple, eh bien, on écoute tous les participants, nous encourageons à ce que tout le monde puisse partager leurs idées. Et ensuite, nous allons faire du crowdsourcing sur les idées des entrepreneurs et les défis. Et ensuite, nous regroupons les idées. Et ensuite, dans une dernière session du hackathon politique, nous voyons les résultats des groupes de travail et les participants qui ont développé ces idées plus vastes et les ont transformées en propositions beaucoup plus concrètes. Alors tout ceci pour vous décrire un petit peu cet événement et bien sûr il est important que l'événement soit organisé suivant un contexte et que ce soit organisé localement pour que ce soit vraiment efficace, mais la vision générale ici c'est que nous tentons d'organiser une session très abrégée qui va permettre à tous les entrepreneurs de devenir ceux qui font les politiques, ceux qui développent les politiques, qu'ils voient à quoi ressembleraient les solutions. Je vais vous donner un exemple. Ceci vient d'une étude de cas développée par une fondation pour partager le processus d'innovation. C'est un cycle politique qui passe de l'établissement de l'agenda à la rédaction, à la mise en place de cette politique. Et ici, dans ce cas-là, ce hackathon politique a permis en fait de partir d'un intérêt commun à l'identification des défis, au rassemblement d'idées et à la proposition concrète. Et ici, dans ce cas-là, nous avons commencé le travail en mai 2020. Nous avons ensuite organisé une table ronde avec des événements publics, avec la Banque mondiale, avec des représentants des ministères et des fondateurs, et nous avons généré les intérêts communs et nous avons voulu utiliser la connaissance disponible pour établir une seule loi au Sénégal qui puisse répondre à tous ces défis. Et ensuite, en juillet, nous avons organisé une formation d'une journée pour les membres de l'écosystème et Innovation for Policy a soutenu l'organisation de ce hackathon le 28 juillet et nous avons eu 18 personnes de cet écosystème rassemblées à Dakar venant de différents endroits du pays et ceci fait partie de la phase clustering et de l'appli d'idées. Et au cours de la matinée, nous avons fait la définition du problème également. Et nous sommes passés de cette phase à toute une série d'activités. C'est-à-dire que vraiment, il est important de situer ce hackathon politique dans le cycle convenable du point de vue politique. Alors voilà, nous avons identifié, comme je l'ai dit, les intérêts communs. Nous avons organisé ce hackathon le 28 juillet et il y a eu différentes rondes d'itération. Il y a différentes versions, une vingtaine de versions différentes en fait à la fin de 2020. C'est-à-dire que c'était un processus de plusieurs mois jusqu'au moment où tout cela est devenu une loi.
Et en fait, les participants ont réussi à rédiger un projet de loi. C'est-à-dire qu'à la fin de cette journée qui les a rassemblés, ils ont été capables de rédiger quelque chose. En fait, la journée a été très très longue et ils sont restés jusqu'à 3 heures de la matinée et ils ont été capables de rédiger ou de sortir le premier projet et d'amener cela à une discussion avec des membres du gouvernement. Et puis après, il y a eu 18 mois de co-création et il y a aussi un outil de conversation qui a été mis en place pour atteindre davantage d'interlocuteurs dans tout cet écosystème et on a fait appel bien sûr aux membres du gouvernement aussi en tant que membres de cet écosystème pour travailler là-dessus. On a fait appel également à une firme légale qui s'occupe d'aspects économiques en Afrique occidentale. Et ensuite, il y a eu ce comité de co-création et différentes rondes de travail. Et maintenant, je vais partager avec vous ce processus qui s'est déroulé au Sénégal. Alors, le hackathon a rassemblé 80 participants, mais il y a eu des milliers de participants dans tout le processus. Et comme je l'ai dit, il y a eu 20 itérations de cet événement. Et à part la co-création de cet événement et de la loi sur les startups, ce processus a été très beau parce que cela a généré d'autres réformes légales. C'est-à-dire que, en plus de cette nouvelle législation sur les startups, le processus généré par cette co-création du hackathon, eh bien, cela a conduit à des réformes massives au Sénégal. Et en fait, j'ai quelques exemples ici et il est important d'insister sur le fait que, voilà, on a pu simplifier le système fiscal au Sénégal et on a pu créer d'autres systèmes fiscaux pour les entreprises, pour que les entreprises soient plus durables et qu'elles puissent aller vers la croissance. C'est-à-dire que tout ce processus du Policy Hackathon a beaucoup contribué à d'autres réformes politiques au Sénégal. Et en fait, pour arriver vers la conclusion de ma présentation sur le Policy Hackathon, je voudrais souligner 3 leçons apprises. Tout d'abord, il est très important d'être clair par rapport au rôle et à la participation. Je vous ai dit à quel point il est important d'ouvrir tout cela, mais il faut aussi savoir quel est le rôle que joue le gouvernement. Je ne sais pas quel est l'équilibre ici entre les partenaires du développement et le secteur gouvernemental, mais souvent, mes collègues du gouvernement ont regretté le fait que dès qu'ils rentrent dans un dialogue public-privé, ils sont toujours en train de répondre à des questions et ils ne sont pas à l'écoute du secteur privé. Or, dans notre Policy Hackathon, nous désignons ces représentants comme ayant le statut d'observateur. Et vu que le gouvernement a son statut d'observateur, eh bien cela lui permet de voir, d'écouter quels sont les défis rencontrés. Et voilà, ainsi tout le monde sait que le gouvernement est là pour contribuer à la solution et pour faire partie de la pluie d'idées. C'est-à-dire que là, le fait de nommer le gouvernement comme observateur, c'est important. Aussi, autre chose, une deuxième leçon, c'est d'articuler un objectif commun clair. Pourquoi tout le monde est ici? Pourquoi tout le monde est rassemblé? Dans ce cas-là, eh bien, tout le monde était là pour co-créer la génération d'une nouvelle loi pour accélérer la création d'entreprises au Sénégal. C'est-à-dire que quand tout le monde entre dans la salle, eh bien, tout le monde doit être aligné et aller vers le même but. La troisième leçon apprise, c'est qu'il est critique d'inclure le hackathon dans un processus de réforme politique bien plus vaste. Il faut être bien situé, il faut être sûr que nous avons les contributions, qu'il y a cet intérêt commun qui est articulé, mais il faut s'assurer aussi que nous avons les défendeurs du gouvernement, que nous avons tous les défendeurs de tous les secteurs et qu'à part cela, nous avons bien sûr la possibilité de lancer quelque chose après l'événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pluie d'idées pour rien, mais plutôt que
toutes ces contributions vont conduire à un dialogue politique bien fort. Et sur ce, je passe la parole à Suzanne ici qui va continuer la session et je vous remercie d'avoir participé à cette session sur le Policy Hackathon. Merci beaucoup, John. Il va falloir organiser un Policy Hackathon très bientôt pour le processus de réforme inclusive. Et maintenant, je vais ouvrir un espace de questions. Alors, pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat box et je serai très contente de les faire passer aux intervenants. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vais voir. Par rapport au dialogue public-privé sensible au genre, vous avez dit qu'à l'origine, c'était un outil d'évaluation, mais vous dites également que c'est également applicable à d'autres phases de la réforme de l'environnement des affaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus dans le détail pourquoi? Oui, bien sûr. Bien évidemment, le dialogue public-privé, c'est quelque chose qui doit se dérouler au cours de tout le processus. Dans un scénario idéal, on s'attendrait à ce que dans la phase de diagnostic, quand on tente de voir quels sont les problèmes, qu'il y ait une consultation avec le secteur privé. Et quand les réformes sont conçues, il y a un processus pour recueillir le retour d'informations, pour rassembler les idées des experts. Et il en va de même pour la phase de mise en place, avec le retour de l'information. Alors même si voilà, ceci était un outil de dialogue public-privé d'emblée, eh bien l'idée c'est que ce dialogue en fait nous permette aussi d'évaluer comment tout se passe et si c'est inclusif au niveau de genre ou pas. Et c'est-à-dire de faire toujours ce processus-là de façon permanente. Et quand ce type de consultations sont mises en place, il faut tenter d'emblée de vouloir qu'elles soient inclusives. Quand on se dit je me lance dans un processus de réforme et je vais aborder beaucoup de questions, pensez quels sont les interlocuteurs et pensez aussi s'il y a des voix qui ne seraient pas entendues parmi les interlocuteurs et comment les inclure. Tout ceci est déjà suggéré pour l'utilisation de cet outil au cours de tout le processus. C'est-à-dire non seulement pour l'évaluation à la fin, mais vraiment, il faut voir cela depuis le début et aussi au moment de concevoir tout le processus. Bien entendu, il n'y a pas tous les éléments de la checklist qui pourront être cochés à chaque fois, mais nous pensons que c'est un très très bon exercice analytique que de penser à ces choses-là de façon proactive et de façon bien ciblée, plutôt que de laisser que les choses se déroulent comme elles le font toujours. Et ainsi, on peut créer un très bon impact. Merci Frédéric. Là, nous avons une autre question sur l'implication des représentants du gouvernement. Vous avez de la chance d'avoir les représentants qui répondent aux questions lors du dialogue public-privé. Souvent, dans notre cas, la question c'est qu'on a du mal à les faire participer. Comment faire que ces représentants participent davantage? Peut-être que vous avez de l'expérience par rapport à l'organisation de la politique, c'est-à-dire comment impliquer davantage les membres du gouvernement. Oui, absolument, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de façons d'impliquer les gouvernements et il y a beaucoup de façons de faire les choses en général. Et l'approche que nous utilisons souvent, c'est de demander au gouvernement ce qu'il veut. C'est-à-dire ces plateformes de dialogue public-privé, c'est souvent des plateformes de plaidoyer et nous nous adressons au gouvernement pour savoir ce dont ils ont besoin. Et
c'est une approche pour le plaidoyer. Mais ce que nous voyons, c'est que c'est beaucoup plus efficace d'aller vers le gouvernement et de leur dire qu'est-ce que vous tentez de faire. Par exemple, ce n'est pas courant que les gouvernements tentent d'activer la jeunesse de façon euh, plus évidente ou par exemple de faire des réformes fiscales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects communs que l'on pourrait retrouver entre ce que le gouvernement veut et ce que la société veut. Et vraiment, il faudrait simplement articuler des dialogues de façon à comprendre et à trouver ces points communs. Souvent, les gouvernements s'adressent à nous et je dirais que en ce moment, nous travaillons avec les présidences de différents pays dans le continent africain et des ministères parce que les gouvernements veulent aborder certains défis que rencontrent les entrepreneurs. Alors voilà, c'est tout simplement la réponse, c'est de savoir articuler ce dialogue. J'espère que cela répond à votre question. Merci, John. Maintenant, nous avons une autre question sur comment combiner les forces. C'est une question spécifique que je vais lire pour vous. Est-ce que vous recommandez de combiner la chaîne de résultats et les éléments de mesure? Peut-être que Ben, je vais vous passer la parole. C'est-à-dire comment combiner ces deux outils-là de la meilleure façon. Oui, je pense que quelque chose que j'ai déjà dit au début, c'est que des fois, il y a eu déjà certains problèmes au moment de choisir les outils parce que il y a certains qui se complètent et on voulait éviter qu'ils se chevauchent. On a tenté de voir aussi dans quelles occasions un outil pouvait compléter un autre. Et ceci s'applique ici. C'est-à-dire par rapport à la question sur s'il faudrait utiliser les chaînes de résultats avec les mesures standards de DCD, eh bien, c'est pas parce que les chaînes de résultats soient un des composants clés de ces standards. C'est vrai que c'est un composant critique. Alors oui, la réponse c'est que oui, moi je pense que c'est une très très bonne combinaison à faire. La raison, c'est que la chaîne de résultats a son propre chapitre parce qu'elle a déjà tellement de bénéfices, même si on ne va pas appliquer le reste du standard. Et aussi, elle peut être utile non seulement en termes de mesure et d'évaluation, mais aussi en termes de design pour le processus de design. Alors, il faut s'assurer d'utiliser la boîte à outils et de considérer d'utiliser la chaîne de résultats comme outil également. Et aussi par rapport à l'analyse politique, c'est bien, c'est une analyse, c'est un outil qui nous permet de prendre le pouls politique, c'est-à-dire de saisir comment évolue l'environnement politique. Et je pense que c'est vraiment un outil, l'outil d'analyse politique journalière, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup et voilà, c'est un outil fantastique à utiliser comme partie d'un système de mesure parce que vraiment, ça nous permet de comprendre l'évolution de la politique économique et c'est très bien parce que c'est un outil justement très rapide à utiliser. Ça ne demande pas beaucoup de ressources. Je voulais dire que au cours de notre boîte à outils, oui, c'est vrai qu'on tente toujours de lier les outils et on insiste toujours à ce que, voilà, si on cherche à faire quelque chose avec cet outil-là, eh bien, c'est utile également de combiner avec cet autre outil. On essaye de les intégrer. Merci beaucoup pour ce commentaire. Là, pour continuer avec le thème sur les outils faciles à utiliser, nous avons une question. Les outils de réforme de l'investissement, comme le PPD ou alors les hackathons requièrent des ressources. Quels sont les outils identifiés et utilisés par les organisations pour le travail de plaidoyer? Alors peut-être que vous pouvez
donner votre avis sur cette question? Oui, c'est une très bonne question et ça répond à un défi plus grand encore. Comment faire entrer le dialogue dans un cadre? Parce que le dialogue, c'est pas quelque chose de linéaire. Enfin, on sait où cela commence, mais on ne sait pas où cela va terminer. C'est un petit peu comme l'innovation. On ne peut pas trop anticiper le résultat. Sinon, il n'y aurait pas de but dans l'innovation elle-même. Et, mais moi, je dirais que tout cela change si je vais me référer à ce rapport sur le groupe de travail digital qui insiste sur l'importance de la co-création. Et il y a beaucoup de fondateurs beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur le dialogue et utiliser des outils, par exemple, pour mobiliser des ressources et du financement. Ce que je peux dire, c'est que il est important de trouver l'outil qui va nous permettre de faire l'effort de construire une coalition. C'est-à-dire que si une organisation veut aller vers un donneur et dire on veut avoir un dialogue, eh bien c'est qui on veut avoir un dialogue et quel est le but, qu'est-ce que l'on souhaite obtenir. Il faut d'abord répondre à ces questions de base et ensuite trouver les ingrédients et c'est ainsi qu'on trouvera les bailleurs. Et ensuite, il y a beaucoup de gouvernements en Afrique qui fondent, par exemple en Côte d'Ivoire, la Fondation Jeunesse Numérique finance pas mal de projets à Abidjan. Et en fait, hier, ils étaient en train de valider un projet de la loi des startups. Et ceci passe par le fait de parler avec les entreprises locales et par tous les interlocuteurs et de ne pas penser que c'est seulement vous comme organisation qui représente tout le monde. Il faut vraiment inclure tout le monde et que le gouvernement aussi fasse partie de de cet ensemble, de cette coalition. Et c'est très très important d'être patient parce que ce processus, comme je l'ai dit au Sénégal, eh bien, c'est un processus qui montre à quel point le dialogue public-privé peut accomplir, mais ça nous a pris 19 mois. Et il y avait des moments où on se sentait coincé parce que, par exemple, il y avait une élection présidentielle, il y aurait de nouveaux ministres l'année d'après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être patient, il faut être tenace et permettre que ce dialogue se produise. Merci, merci beaucoup, John. Frédérica, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, je voulais tout simplement dire que il y a certains outils comme le Boxing Capacity qui ne va pas aider à collecter des fonds, mais au moins ça va permettre d'augmenter les capacités de plaidoyer. Et voilà, certains de ces outils demandent beaucoup de ressources, mais il y a cet outil qui a été développé par l'Organisation internationale du travail qui peut être un outil très intéressant pour les organisations. Et bien sûr, Suzanne, oui, je voulais me référer à l'instrument ICR qui donne son soutien également. Et si vous êtes un interlocuteur public ou privé, eh bien, vous pouvez demander notre assistance et si vous êtes éligible, on peut vous donner notre soutien, par exemple pour organiser un policy hackathon ou pour utiliser l'outil de plaidoyer. C'est aussi une option. Alors, je vais voir le reste des questions. Ici, j'ai un commentaire. Le format de la boîte à outils est vraiment très amiable et ça aide à voir quels outils peuvent être déterminants ou pertinents pour nous. C'est très gentil comme commentaire, c'est très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a un commentaire de Zambie qui dit que le Policy Hackathon est très utile et il faut aussi tenter de gérer la fatigue des participants et du dialogue public-privé. Oui, moi je dirais qu'il faut penser aux outils de PPD de façon plus générale. Souvent on pense à accueillir plutôt que de faciliter.
On penserait à accueillir comme qui accueille un dîner. Mais bien sûr, une fois que vous avez déjà à la base un bon dîner, c'est alors que vous souhaitez avoir en plus une belle conversation. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces outils sont à la base très très bien, mais maintenant il faut les rendre beaucoup plus fascinants et intéressants. On parle finalement du fait que derrière tout cela, il s'agit de créer des environnements beaucoup plus inclusifs au niveau du genre, c'est-à-dire que c'est des sujets qui touchent à la vie des personnes, ils sont très importants. Personne ne souhaite s'asseoir dans une salle et voir une checklist et cocher des cases. Ce qui est important, c'est d'être centré et de se dire pourquoi est-il important d'avoir ce dialogue public-privé et d'avoir cette inspiration dans les événements. Oui, je pense que c'est de très très belles paroles en fait et c'est justement des propos très opportuns pour clore notre session. Je vous remercie énormément de votre travail et je remercie aussi Jean et Frédéric et Ben d'avoir présenté ces outils. Comme on l'a dit, il y a une myriade d'outils disponibles qui peuvent être appliqués pour la réforme de l'environnement des affaires, mais aussi pour bien d'autres thèmes et aussi pour innover, pour que le processus de réforme politique soit un petit peu plus innovateur et pour l'implication de tous les participants. Sur ce, nous avons la dernière question pour l'audience. Est-ce que vous seriez intéressé d'avoir une formation virtuelle plus approfondie sur les outils de réforme de l'environnement des affaires? Alors voilà, c'est une idée similaire. Il faut savoir si vous êtes intéressé à une version un petit peu plus approfondie pour savoir comment les mettre en place. Alors oui, non, peut-être ce serait très bien d'avoir votre aperçu et votre ressenti. Je peux voir que 6% seulement sont peut-être intéressés. Il n'y a personne qui ne soit pas intéressé. C'est-à-dire que tout le monde semble être intéressé, ou quasiment. Et voilà, on va vous mettre à jour pour vous dire quand est-ce que cette formation pourrait avoir lieu. Avant de clore, je voudrais encore une fois vous rendre conscient de l'existence de ce produit, comme on l'a dit. Et si vous travaillez avec des interlocuteurs publics ou privés, vous serez sans doute intéressé. Votre organisation serait peut-être éligible pour le support technique de notre bureau et vous pouvez obtenir davantage d'informations sur les sites web que vous voyez sur l'écran. Et si vous avez un compte LinkedIn, vous pouvez également nous suivre par là. J'espère que vous avez apprécié la session et nous vous invitons à apporter votre retour. Je remercie les intervenants, je vous remercie de votre participation et merci bien sûr à l'audience. Vous pouvez rester en ligne pour recevoir d'infos sur les prochains événements. Merci beaucoup.